La révélation parisienne. Comment 48 heures en France ont bouleversé la vie de l'élite new-yorkaise. Maman commence tout de suite à chercher des universités en France. À peine 5 minutes après leur arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle, les jeunes filles du top 1% de Manhattan, habituées au sommet de la société new-yorkaise, ont changé de visage et se sont précipitées sur leur téléphone pour appeler leur famille. Ayant parcouru plus de 30 pays et connu tous les luxes imaginables, pourquoi ces jeunes filles ont-elles admis leur défaite dans un aéroport français et supplié leurs parents? 22 étudiantes, déambulant seules dans Paris à 2 heures du matin, émerveillées par un simple sandwich dans une boulangerie, ont fini par refuser de rentrer chez elles. Même leur professeur, un vétéran de 15 ans d'expérience, tremblait devant ce spectacle inédit. Quelle était la raison de ce choc si profond? Ces 48 heures en France ont secoué les réseaux sociaux de toute la côte Est et semé la panique parmi les parents. Notre quotidien français, que nous tenons pour acquis, a radicalement bouleversé leur vision de la vie. La véritable puissance de la France, perçue par les yeux d'une élite étrangère, est sur le point d'être révélée. Le voyage d'études à Paris qui a transformé des lycéennes de la haute société américaine est la raison surprenante pour laquelle, en seulement 5 minutes, elles ont voulu devenir françaises. Quelque chose d'incroyable s'est produit. Des lycéennes issues des familles les plus prestigieuses de New York sont venues en voyage d'études en France. Cependant, 5 minutes à peine après avoir atterri à l'aéroport Charles de Gaulle, ces étudiantes ont commencé à appeler leurs parents. « Maman, regarde un peu les universités ici, s'il te plaît. Papa, pourquoi n'avons-nous rien de tout ça à New York? Que s'était-il donc passé ?» Même leur professeur, un vétéran de 15 ans qui avait visité 30 pays avec ses élèves, a déclaré « C'est la première fois que mes élèves refusent de rentrer. Le trajet d'1 heure de l'aéroport à l'hôtel. C'est dans ce court laps de temps que la perception du monde de ces jeunes élites américaines a été complètement transformée. Des femmes marchant seules à 2 heures du matin, une ville qui ne dort jamais, et des inconnus qui vous traitent avec la chaleur d'un membre de la famille. » Après leur retour, une seule vidéo postée par les étudiantes a mis le feu aux réseaux sociaux américains et l'école a été inondée d'appels de parents disant « Je veux envoyer mon enfant en France aussi ». Que s'est-il passé en France? Écoutons le récit d'un professeur étranger sur la véritable nature de la France. Avant de commencer, si vous pouviez aimer cette vidéo et vous abonner, cela nous aiderait grandement à partager davantage d'histoires sur la France. Bonjour, je m'appelle David Miller et je suis professeur dans une école internationale de New York depuis 15 ans. L'automne dernier, j'ai accompagné un voyage d'études qui restera le plus mémorable de ma vie. Notre destination était Paris. Notre école est l'une des plus prestigieuses de Manhattan. Les 22 lycéennes qui participaient à ce voyage étaient toutes issues des familles les plus influentes des États-Unis. Filles de diplomates, de grands PDG, de médecins renommés ou d'avocats célèbres, leurs parents avaient préparé ce voyage exceptionnel depuis plus d'1 an. Au cours de mes 15 années d'enseignement, j'ai voyagé dans plus de 30 pays avec mes élèves. Les grandes capitales européennes, les métropoles américaines et même les grandes villes chinoises, nous les avions presque toutes vues. C'est pourquoi, pour être honnête, je pensais que ce voyage en France ne serait qu'un voyage d'études ordinaire de plus. Nous sommes arrivés à l'aéroport Charles de Gaulle un peu après 23 heures. Dès l'instant où nous sommes sortis de l'avion et avons pénétré dans le terminal, la première surprise nous a frappés. Malgré l'heure tardive, l'aéroport tout entier fonctionnait à la perfection, comme en plein jour. À l'aéroport JFK de New York, la plupart des boutiques ferment après 22 heures et le personnel se fait rare. Mais ici, en France, c'était différent. Le personnel des comptoirs d'information nous attendait avec de grands sourires et les agents de nettoyage polissaient le sol dès qu'un passager passait. Le sol de l'aéroport brillait comme un miroir. En passant devant les toilettes, j'ai été encore plus surpris. J'ai vu une agent de propreté saluer les passagers avec une profonde inclination de tête à l'entrée. Une scène inimaginable à New York. En attendant le contrôle des passeports, j'ai observé les visages des étudiantes. Elles avaient toutes les yeux grands ouverts et regardaient autour d'elles avec étonnement. L'une d'elles s'est approchée de moi et a murmuré « Monsieur, comment un aéroport peut-il être aussi propre et lumineux ?» Je n'avais pas de réponse. Je ne pouvais que supposer que la France était simplement ainsi. Lorsque nous nous sommes présentés au contrôle des passeports, le deuxième choc a eu lieu. Malgré l'arrivée inattendue d'un groupe scolaire étranger, le personnel de l'aéroport n'a montré aucun signe de panique.
Au contraire, un interprète anglophone a été immédiatement mis à notre disposition. Il a pris en compte l'âge des étudiantes et a expliqué lentement et clairement chaque étape. Il nous a aidés pour les indications vers l'hôtel et le programme du lendemain, nous demandant à plusieurs reprises si nous avions besoin de quoi que ce soit. Le plus impressionnant fut le système de passage automatisé des frontières. Si une élève hésitait devant la machine, un agent s'approchait immédiatement pour la guider avec gentillesse. L'interface était disponible en plusieurs langues, dont l'anglais, et était conçue de manière intuitive pour que même les plus jeunes puissent l'utiliser facilement. La récupération des bagages fut également une révélation. Un écran géant affichait en temps réel la position de nos valises sur le carrousel. À New York, il faut souvent 1 heure rien que pour trouver ses bagages, mais ici, tout le système fonctionnait avec une précision et une rapidité horlogère. C'est en attendant la navette pour l'hôtel que le changement a commencé à être visible sur les visages des étudiantes. La tension initiale face à un pays inconnu avait disparu, remplacée par une curiosité pétillante. Il était minuit passé lorsque nous sommes montés dans le bus. L'intérieur était impeccable, les sièges confortables. Le chauffeur, comprenant que nous étions étrangers, nous a donné des instructions claires en anglais. Il nous a informé que le trajet jusqu'à Paris durait environ 1 heure et nous a demandé d'attacher nos ceintures. Lorsque le bus a démarré, le paysage extérieur s'est déployé. Malgré l'heure tardive, les routes étaient bien éclairées et les voitures circulaient de manière ordonnée. Les routes de nuit à New York peuvent être sombres et donner un sentiment d'insécurité. Mais ici, c'était tout le contraire. En entrant dans Paris, ce qui a le plus choqué les filles, ce sont les boulangeries et les brasseries encore ouvertes et illuminées. En plein milieu de la nuit, les lumières brillaient et les gens entraient et sortaient naturellement. À New York, presque tout ferme après 22 heures. Mais le spectacle le plus stupéfiant fut celui des jeunes femmes rentrant seules chez elles. Il était plus d'1 heure du matin, et des femmes marchaient seules dans la rue, sans la moindre trace d'anxiété. Une scène absolument impensable en Amérique, où marcher seul la nuit est considéré comme intrinsèquement dangereux. En nous approchant du centre, les grands immeubles haussmanniens sont apparus. La vue nocturne depuis le pont Alexandre III, avec la tour Eiffel scintillante, était d'une beauté à couper le souffle. C'était plus grandiose et élégant que n'importe quelle autre ville européenne. Nous sommes arrivés à l'hôtel à 2h30 du matin. Et pourtant, chose incroyable, le quartier de l'hôtel était encore plein de vie. Des restaurants ouverts 24 heures, 24 étaient visibles, et il y avait des clients dans les petites épiceries. À cette heure-ci à New York, tout est endormi dans un silence profond. Lors de l'enregistrement, j'ai vécu ma dernière surprise de la nuit. Le personnel de la réception, tenant compte de l'âge des étudiantes, nous avait attribué des chambres dans une aile calme de l'hôtel. Ils nous ont expliqué en détail les horaires du petit déjeuner et les commodités du quartier. Ce qui m'a le plus touché, c'est leur message de bienvenue sincère. Nous avons ressenti ce qu'on appelle l'hospitalité à la française. Dans l'ascenseur qui montait aux chambres, une élève m'a dit « La France est tellement différente de ce que j'imaginais ». Les autres ont acquiescé. Nous n'avions fait que le trajet de l'aéroport à l'hôtel, mais nous avions déjà l'impression d'avoir découvert un monde entièrement différent de l'Amérique. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais impatient de découvrir ce que les prochains jours nous réserveraient, à moi et à mes élèves. À ce moment-là, je n'aurais jamais pu imaginer les surprises que la France nous réservait. Le lendemain matin, ou plutôt quelques heures plus tard, à 6 heures, quelques élèves qui ne pouvaient pas dormir à cause du décalage horaire se sont réveillés. J'ai entendu des chuchotements dans le couloir. Elles se plaignaient d'avoir faim. J'étais perplexe. Je pensais qu'il serait difficile de trouver un restaurant ouvert à 1 heure aussi matinale. À New York, il est presque impossible de trouver un endroit où manger avant 8 heures. J'ai appelé la réception et l'employé m'a répondu avec un sourire. Bien sûr, il y a une boulangerie et une brasserie ouvertes 24 heures. 24 juste à côté. J'ai été stupéfait d'apprendre qu'on pouvait prendre un repas complet si tôt. Je suis sorti avec 7 élèves. À 6h30 du matin, la ville était déjà animée. Des employés se rendant au travail, des joggeurs, des gens sortant des boulangeries. Tandis que le matin à New York est silencieux, Paris semblait déjà avoir commencé sa journée. En ouvrant la porte de la brasserie, une bouffée d'air chaud et l'odeur du café et des croissants ont envahi nos narines. Quelques clients étaient déjà en train de manger. Un homme d'âge mûr lisait son journal en mangeant seul.
Une jeune femme travaillait sur son ordinateur portable. Et des employés, au visage fatigué, semblaient terminer leur service de nuit. En regardant le menu, deuxième surprise, les prix étaient incroyablement bas. Un café croissant pour 3 euros, un sandwich jambon-beurre pour 4 euros. Converti en dollars, c'était un prix incroyablement abordable. Pour un repas équivalent à New York, il faudrait dépenser au moins 20 dollars. Le serveur, voyant que nous étions étrangers, n'a montré aucune gêne. Il nous a expliqué le menu en anglais et a recommandé des plats simples pour les filles. Il a même précisé qu'il pouvait adapter certains plats pour celles qui n'aimaient pas les saveurs trop fortes. La rapidité du service était également surprenante. 5 minutes après avoir commandé, tous nos plats étaient sur la table. Croissants, pains au chocolat, jus d'orange frais. Les filles étaient à la fois curieuses et un peu méfiantes face à cette cuisine française si simple. Le plus grand choc fut le sandwich, d'apparence simple, mais d'une saveur profonde. Le pain était croustillant, le jambon de qualité et le beurre parfaitement dosé. Une élève a dévoré son sandwich en un clin d'œil. Elle s'est exclamée qu'il était impossible de manger quelque chose d'aussi bon à ce prix à New York. Au moment de payer, une autre surprise. Pour cette personne qui avait mangé à leur faim, l'addition ne s'élevait même pas à 40 euros. À New York, pour un repas de qualité similaire, il aurait fallu débourser au moins 100 dollars. Le serveur nous a rendu la monnaie au centime près et nous a dit « J'espère vous revoir ». Il nous a demandé si nous avions apprécié la cuisine française et nous a recommandé d'autres spécialités. Une telle gentillesse est rare dans les restaurants de New York, où le personnel est souvent distant et le service lent. En sortant du restaurant, les filles ne cessaient de s'émerveiller. La nourriture est délicieuse, les prix sont bas et le service est excellent. Sur le chemin du retour vers l'hôtel, nous nous sommes arrêtés dans une petite épicerie, car les filles voulaient acheter des collations. En entrant, une autre surprise nous attendait. Malgré l'heure matinale, l'endroit était impeccablement propre et les étagères étaient pleines. Ce qui nous a le plus étonnés, c'est la diversité des services proposés. On pouvait non seulement y faire des courses, mais aussi recharger son pass de transport, payer des factures ou même retirer de l'argent. Alors qu'un délit à New York ne vend que des produits de base, les épiceries de quartier en France ressemblent à de petits centres de service. Les filles ont choisi les friandises qui leur plaisaient. Elles regardaient avec curiosité les gâteaux et les boissons françaises, comme l'orangina ou le carambar, qu'elles n'avaient jamais vus. En caisse, nouvelle admiration. La rapidité du calcul était impressionnante, et le caissier était très aimable. Il n'a montré aucune impatience face à nous, étrangers. Au contraire, il nous a salués en anglais et nous a souhaité la bienvenue en France. En sortant, une élève a dit « La France est un pays pratique 24 heures, 24. C'est incroyable de pouvoir faire tout ce dont on a besoin à n'importe quel moment. » Elle a ajouté qu'à New York, le dimanche, la plupart des magasins sont fermés, alors que la France est vraiment différente. Sur le chemin du retour, la propreté de la ville nous a également frappés. Pas un seul déchet par terre. On pouvait voir des agents de la ville nettoyer les rues dès l'aube. La ville entière semblait fonctionner comme un organisme vivant. À New York, seuls les quartiers touristiques sont propres, tandis que les zones résidentielles sont souvent sales, mais Paris était différente. En arrivant dans le hall de l'hôtel, les autres élèves étaient réveillés. En nous voyant, elles nous ont demandé où nous étions allés. Quand nous leur avons raconté notre petit déjeuner matinal, elles étaient toutes envieuses. Elles nous ont demandé de les emmener la prochaine fois. Plus tard dans la matinée, nous avons commencé notre exploration sérieuse de la France. Notre première destination était un grand parc parisien, le Jardin du Luxembourg, recommandé par le personnel de l'hôtel. C'était, selon eux, le meilleur endroit pour observer le quotidien des Parisiens. Prendre le métro pour s'y rendre fut une nouvelle expérience pour les filles. En entrant dans la station de métro, elles ont été surprises. L'intérieur était d'une propreté remarquable. Le sol brillait et les murs en carreaux de faïence blanche étaient immaculés. Cela contrastait fortement avec l'aspect sombre et vieillot du métro de New York. Nous avons pris l'escalator pour descendre sur le quai. Les infrastructures étaient parfaitement entretenues, même en profondeur. Le système de ventilation était efficace. On ne sentait presque pas qu'on était sous terre. L'air était frais. Arrivé sur le quai, il n'y avait pas beaucoup de monde car l'heure de pointe était passée. Mais le comportement des gens présents était impressionnant.
Tous attendaient en ligne de manière ordonnée. Sur le panneau d'affichage, une autre source d'émerveillement. L'heure d'arrivée du prochain train était indiquée à la minute près. Une élève a vérifié avec sa montre. Le train est arrivé exactement à l'heure prévue. Lorsque le métro est arrivé, le comportement des gens a été marquant. À l'ouverture des portes, tout le monde s'est écarté pour laisser sortir les passagers. Ce n'est qu'une fois le quai dégagé que les gens sont montés à bord, dans le calme, pas de bousculade, pas de conflit. Une scène rare dans le métro de New York. L'intérieur de la rame était également surprenant, extrêmement propre, pas de graffiti sur les sièges, le sol était net. Une élève, regardant par la fenêtre, a dit « On a la 4G même dans le métro ». Une chose impensable à New York, les filles ont commencé à envoyer des photos en temps réel à leurs amis. Arrivés à notre station, nous sommes sortis à l'air libre. Devant nous, la vue du parc a arraché des cris d'admiration aux élèves. De vastes pelouses, des allées bien entretenues et, au loin, les silhouettes des bâtiments parisiens. L'état d'entretien était radicalement différent des parcs de New York. En entrant dans le parc, un spectacle encore plus surprenant s'offrait à nous. De nombreux citoyens faisaient de l'exercice. Des joggeurs, des cyclistes et même des groupes pratiquant le tai chi. Il était étonnant de voir autant de gens faire du sport un matin de semaine. Ce qui a le plus marqué, ce sont les espaces publics accessibles à tous. Les filles ont été surprises de voir des installations gratuites. À New York, pour faire du sport, il faut payer un abonnement dans une salle. Mais ici, c'était gratuit. Un groupe de personnes âgées jouait à la pétanque. L'une des élèves a eu le courage de leur parler. L'anglais n'était pas parfait, mais avec des gestes, la communication s'est faite. Les messieurs ont expliqué qu'ils venaient jouer ici tous les matins pour leur santé. En nous promenant sur les pistes, nous avons découvert un autre aspect de la culture locale, le système de location de vélos en libre service, les Vélib. On pouvait facilement en emprunter un avec son smartphone. Les filles ont dit qu'un système similaire existait à New York, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Nous nous sommes assis sur un banc pour nous reposer. En regardant autour de nous, nous avons vu de nombreuses familles. Des pères faisant du vélo avec leurs enfants, des mères promenant leurs bébés en poussette. Une scène de vie paisible. Ce qui était particulièrement notable, c'étaient les gens promenant leurs animaux de compagnie. Tous les chiens étaient tenus en laisse et leurs propriétaires avaient des sacs pour ramasser leurs déjections. En voyant un homme nettoyer après son chien, les filles ont hoché la tête. C'était la preuve d'un grand civisme, ont-elles dit. Le moment le plus surprenant dans le parc fut à l'heure du déjeuner. Un peu partout, les gens sortaient leur pique-nique. Les filles ont acheté des sandwichs dans une boulangerie voisine et se sont assises sur l'herbe pour manger. Personne ne jetait ses déchets par terre. Tout le monde les rassemblait pour les ramener ou les jeter dans les poubelles prévues à cet effet. Une élève a fait remarquer « C'est un parc immense, et pourtant, il n'y a pas un seul déchet. » Elle a expliqué que les parcs de New York étaient souvent jonchés de détritus après le week-end. Mais les parcs français étaient différents. Les citoyens eux-mêmes les maintenaient propres. Vers l'après-midi, nous avons quitté le parc. Les filles ont dit qu'elles n'oublieraient jamais ce qu'elles avaient vu. Une culture de sécurité, de propreté et de respect mutuel. C'est ce qui les a le plus marquées. Pour le programme de l'après-midi, nous nous sommes rendus dans une grande librairie du centre-ville, comme la Fnac des Champs, Élysée ou Gibert Jeune dans le quartier latin. Je pensais que c'était un bon moyen de leur montrer une facette de la culture et de l'éducation française. En entrant dans le bâtiment, les yeux des filles se sont agrandis. Le simple fait qu'un si grand espace culturel existe à l'intérieur d'un immeuble était une surprise. Le plafond était haut et l'éclairage lumineux donnait l'impression d'être à l'extérieur. Sur le chemin de la librairie, les filles ont admiré les boutiques environnantes, notamment les parfumeries françaises qui ont suscité leur intérêt. Arrivés à la librairie, les élèves sont restés sans voix. D'immenses étagères montant jusqu'au plafond, des milliers de livres exposés comme des œuvres d'art. C'était plus une galerie qu'une simple librairie. Mais ce que je voulais leur montrer, ce n'était pas l'architecture, c'était les gens qui lisaient à l'intérieur. En plein après-midi de semaine, de nombreux citoyens lisaient. Assis, ils étaient plongés dans leur lecture avec une grande concentration. Ce qui était le plus impressionnant, c'étaient les jeunes cadres. En plein après-midi, après la pause déjeuner, des hommes et des femmes en costume lisaient des livres. Une élève a demandé « Ces gens ne travaillent pas ?»
J'ai expliqué qu'ils profitaient probablement de leur pause déjeuner pour passer un moment ici. Un autre s'est exclamé: cette culture de lire à la librairie pendant la pause déjeuner est incroyable. À New York, la plupart des gens boivent un café ou fument une cigarette pendant leur pause, mais les Français sont différents. Ils semblent accorder beaucoup d'importance à l'apprentissage. Nous sommes restés 1 heure dans la librairie. Les filles ont regardé les livres qui les intéressaient. Certaines ont regardé des manuels pour apprendre le français, d'autres des livres sur l'histoire de France. Beaucoup lisaient des magazines en anglais sur Paris. En sortant, nous avons discuté. Une élève a dit: je crois que je comprends pourquoi la France est un pays si développé. C'est parce qu'il y a une culture où les gens continuent d'apprendre et d'étudier. Cette passion pour la connaissance est ce qui fait avancer un pays, a-t-elle conclu. Le lendemain après-midi, nous sommes arrivés dans des quartiers jeunes comme le Marais ou les environs du centre Pompidou. Je voulais montrer aux filles la culture de la jeunesse française. Dès la sortie du métro, elles ont été submergées par l'atmosphère vibrante. La musique des artistes de rue, les rires des gens et les jeunes à la mode unique. La première chose qui a attiré notre attention dans la rue, c'est un groupe de musiciens. Ils jouaient du jazz manouche sur un coin de rue. Une foule s'était rassemblée pour les écouter. Les filles se sont arrêtées aussi. À la fin du morceau, le public a applaudi chaleureusement. Une élève a admiré: le niveau des artistes de rue est vraiment élevé. Il y a des choses similaires à New York, mais pas de cette qualité. Un peu plus loin, nous avons rencontré une autre performance. Cette fois, c'était un groupe de rock jouant avec une guitare et une batterie. Les filles se sont mises à danser au rythme de la musique. La musique transcende vraiment les frontières. Nous nous sommes ensuite dirigés vers un marché de créateurs. De jeunes artistes vendaient les objets qu'ils avaient fabriqués eux-mêmes. Des bijoux, des illustrations, des objets faits à la main. Les filles regardaient avec curiosité. À un stand, une élève s'est arrêtée. C'étaient des boucles d'oreilles au design moderne intégrant des motifs traditionnels français. Le vendeur a expliqué en anglais qu'il s'agissait d'une fusion entre la tradition et la modernité. L'une des filles en a acheté une paire, disant que ce serait un excellent souvenir. À un autre stand, un calligraphe vendait ses œuvres. Les filles ont été admiratives devant la beauté des lettres. L'une d'elles a demandé à faire écrire son nom en calligraphie française. L'artiste a gentiment accepté. En se promenant dans le marché, les filles ont dit: c'est formidable qu'il y ait des espaces où les jeunes artistes peuvent s'exprimer librement. À New York, ces opportunités sont rares. On sent que la France soutient la culture et les arts. Nous nous sommes arrêtés devant un café. Son décor unique a attiré notre attention. Un mélange de meubles vintage et d'éclairage moderne. Les filles ont voulu y entrer. L'intérieur était encore plus impressionnant. Des œuvres d'art étaient accrochées aux murs et une bibliothèque contenait une variété de livres. Ce n'était pas seulement un endroit pour boire un café, mais un véritable espace culturel. Assis à notre table, nous avons observé les environs. De nombreux jeunes travaillaient sur leurs ordinateurs portables. Il y avait des étudiants et des freelances. Le café était devenu leur deuxième bureau. À l'approche de la soirée, le quartier est devenu encore plus animé. Les néons se sont allumés. La musique est devenue plus forte. Les gens sortaient des restaurants et des bars. Les filles se sont totalement immergées dans cette énergie. Le dernier jour est arrivé. Les filles se sont levées tôt pour faire leurs valises. Nous devions partir pour l'aéroport dans l'après-midi. Après le petit déjeuner, nous avons décidé de faire une dernière séance de shopping sur les champs, Élysée ou dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. C'était à une distance de marche de l'hôtel. En arrivant dans les rues commerçantes, il y avait déjà beaucoup de monde. C'était le week-end, donc c'était encore plus bondé. Les boutiques de cosmétiques, de vêtements et de souvenirs s'alignaient. Les yeux des filles brillaient. Elles se sont d'abord dirigées vers une parfumerie. Elles connaissaient la réputation des cosmétiques et parfums français. En entrant, un vendeur nous a accueillis en anglais. Il y avait de nombreux testeurs. Les filles ont essayé les produits avec curiosité. Le vendeur a expliqué avec gentillesse, recommandant des produits adaptés à leur type de peau et expliquant comment les utiliser. Les filles ont été touchées par ce service attentionné. L'une d'elles a acheté de nombreux produits, non seulement pour elle mais aussi comme cadeau pour sa mère, sa sœur et ses amis. Elle était satisfaite du prix raisonnable et de la haute qualité. Nous avons acheté des collations dans une crêperie. Les filles qui goûtaient une crêpe pour la première fois ont poussé des cris de joie.
La crêpe chaude et sucrée leur a plu. Elles ont aussi découvert les gaufres et les macarons. Elles ont apprécié cette culture unique de la nourriture de rue à la française. Nous sommes entrés dans une boutique de souvenirs. Les produits traditionnels français étaient revisités de manière moderne. Des miniatures de la tour Eiffel, des cartes postales avec des motifs traditionnels, des t-shirts avec des inscriptions en français. Les filles ont choisi des souvenirs à ramener à la maison. Le vendeur a offert un petit cadeau spécial aux étudiantes étrangères. Il a dit « Merci d'avoir visité la France ». Cette gentillesse a de nouveau touché les filles. Elles ont senti la chaleur du peuple français. À l'heure du déjeuner, nous avons cherché un restaurant. Les filles voulaient manger un steak frites ou des fruits de mer. En entrant dans une brasserie, elle était bondée de clients étrangers. Le menu avait des photos et des descriptions en anglais, ce qui facilitait la commande. Quand le plateau de fruits de mer est arrivé, les filles se sont exclamées. Les couleurs étaient magnifiques. Le serveur leur a montré comment les manger. Elles ont imité en s'amusant. Le goût était également excellent. Après le repas, nous avons visité une église historique à proximité, Notre-Dame ou la Sainte-Chapelle. En voyant le bâtiment historique, elles ont pu ressentir l'histoire de la France. Elles ont contemplé le bâtiment en silence. L'atmosphère paisible était agréable. Assis sur un banc dans le parc voisin, nous avons parlé de notre expérience de ces derniers jours. Toutes ont dit que ce temps passé en France était vraiment précieux. C'était une expérience bien meilleure que ce à quoi elles s'attendaient. Une élève a dit « Je ne connaissais rien de la France, mais maintenant, c'est mon pays préféré. » Les autres ont acquiescé. Elles ont dit qu'elles voulaient absolument revenir et rester plus longtemps. À 15 heures, nous sommes retournés à l'hôtel pour récupérer nos bagages. L'heure du bus pour l'aéroport approchait. Les filles, même avec de lourds sacs de shopping, avaient un visage heureux. Les objets achetés en France deviendraient de précieux souvenirs. Dans le bus pour l'aéroport, les filles regardaient par la fenêtre. Elles gravaient dans leur mémoire les images de Paris qui défilaient. Quelqu'un a murmuré « Au revoir, Paris. Je reviendrai. C'est promis. » Nous sommes arrivés à l'aéroport Charles de Gaulle, l'endroit où nous avions posé le pied quelques jours plus tôt. Mais l'état d'esprit des filles avait complètement changé. La curiosité avait laissé place à une profonde nostalgie. En s'enregistrant, elles ont remercié le personnel. Elles ont dit que leur expérience en France avait été merveilleuse. Le personnel a souri et a dit « Revenez quand vous voulez. Merci d'avoir aimé la France. » Zate, brazo, vasate. Nous sommes arrivés à l'aéroport de New York le lendemain matin. Les parents étaient là pour les accueillir. Les filles, d'une voix excitée, ont raconté leurs histoires sur la France. Les visages des parents se sont transformés en étonnement. La semaine suivante, à notre retour à l'école, un événement majeur s'est produit. Les filles ont commencé à poster des photos et des vidéos de leur voyage en France sur les réseaux sociaux. Des dizaines de publications sont apparues. La réaction a été explosive. Leurs amis américains étaient stupéfaits. Ils ne savaient pas que la France était un pays si avancé. Les commentaires se comptaient par centaines. La plupart disaient « Je veux y aller aussi ». La vidéo d'une élève est devenue particulièrement virale. C'était une vidéo d'elle mangeant une crêpe à 2 heures du matin. Elle montrait des jeunes femmes mangeant seules et à l'aise. La vidéo a dépassé les 300 000 vues. Par la suite, l'intérêt pour la France a grandi parmi les parents. Lors de la réunion des parents d'élèves, la France est devenue le principal sujet de conversation. De plus en plus de parents voulaient envoyer leurs enfants en France. On m'a même demandé de donner une conférence spéciale à l'école. On voulait que je partage mon expérience en France avec les autres élèves et professeurs. L'amphithéâtre était plein. Tout le monde voulait en savoir plus sur la France. Lors de ma conférence, j'ai parlé honnêtement de ce que j'avais vu en France. L'efficacité du système, le niveau de civisme des citoyens et surtout, l'hospitalité envers les étrangers. Les élèves et les professeurs ont écouté attentivement. La séance de questions a duré longtemps. La France est-elle vraiment si sûre? Quel est le niveau d'éducation? Quel est le coût de la vie? Tout le monde voulait en savoir plus. J'ai répondu en me basant sur mon expérience. Après la conférence, de nombreux élèves sont venus me voir. Ils voulaient en savoir plus sur la France. Certains ont dit avoir commencé à regarder des séries françaises, d'autres voulaient essayer la cuisine française. Quelques mois plus tard, notre école prépare un programme d'échange avec la France.
L'année prochaine, un plus grand nombre d'élèves visiteront la France. Les filles qui y sont allées conseillent leurs camarades. Elles disent vouloir que leurs cadets vivent la même expérience qu'elles. Ce voyage fortuit a changé ma vie. J'ai découvert un pays, la France, et j'ai pu montrer un nouveau monde à de nombreux élèves. Aujourd'hui encore, nous parlons souvent de cette époque avec les filles. Ce temps passé en France est devenu un souvenir inoubliable pour nous tous. Et cette expérience est devenue un petit pont entre les États-Unis et la France. La France n'est plus un pays inconnu pour nous. C'est un pays où l'on veut apprendre, où l'on veut vivre, et que l'on respecte. C'était le grand changement né d'un petit voyage. L'expérience la plus significative de mes 15 ans de carrière. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de ces 48 heures de voyage d'études en France pour ces lycéennes d'élite? N'hésitez pas à laisser un commentaire de soutien aux protagonistes de l'histoire. Si cette histoire vous a plu, merci de l'aimer et de vous abonner. Merci de votre attention.